Pourquoi est-ce qu'on attend sagement en file au supermarché? Oui, même quand personne ne regarde. Exactement. Et pourquoi nos goûts musicaux semblent presque conçus pour agacer nos parents? On se le demande tous. Ben voilà, on se pose rarement ces questions et pourtant, elles cachent une interrogation beaucoup plus grande. Est-ce qu'on est vraiment libre? Ou est-ce qu'on est juste le produit de notre société? Et ça, c'est la grande question qui a lancé une science entière, la sociologie. Absolument. Et c'est une question qui dérange un peu parce qu'elle touche à notre ego, à notre sentiment d'être unique. D'être le seul maître à bord de nos décisions, quoi. Justement, la naissance de cette discipline. L'objectif, c'est de comprendre comment les premiers penseurs ont tenté de répondre à cette question. On va remonter aux origines, voir comment le débat a évolué. Avec des idées parfois assez surprenantes, hein. Et ce que ça nous dit sur nous-mêmes. Alors, commençons par la première grande réponse, la plus radicale peut-être. Non, on n'est pas si libre que ça. C'est l'idée d'un certain Émile Durkheim, c'est bien ça? C'est exactement ça. Durkheim, à la fin du 19e siècle, il arrive avec une idée qui va tout changer. Le fait social. Le fait social. Oui, pour lui, la société, c'est pas juste une collection d'individus. C'est une force extérieure, presque une entité en soi qui nous impose ses manières de penser, de sentir et d'agir. Une pression invisible en quelque sorte. C'est ça? Une pression invisible mais incroyablement puissante. C'est un peu abstrait. Concrètement, aujourd'hui, où est-ce qu'on la voit à l'œuvre? Partout. Apprendre à dire merci, par exemple, ce n'est pas inné. Non, c'est sûr. C'est la société qui nous l'inculque, via nos parents, l'école. C'est ce qu'il appelle la socialisation. On intègre des milliers de règles sans même s'en rendre compte. D'accord. Et cette force est si puissante que Durkheim va l'appliquer au geste qui semble le plus personnel, le plus intime qui soit, le suicide. Attendez, vous voulez dire que même le choix de mettre fin à ses jours serait dicté par la société? Ça paraît fou. C'est pourtant sa démonstration la plus célèbre. Il se plonge dans les statistiques et là, il découvre des régularités incroyables. Du genre? Par exemple, il y a systématiquement plus de suicides chez les célibataires que chez les personnes mariées, ou chez les protestants que chez les catholiques. Ah oui, quand même. Il en déduit que le suicide, ce n'est pas qu'un acte de désespoir psychologique. C'est un phénomène social, lié au degré d'intégration. Moins on est connecté aux autres, plus le risque augmente. Et il a un concept pour ça? Oui, l'anomie. C'est quand les règles sociales deviennent floues, comme lors d'une crise économique brutale par exemple. Les gens perdent leurs repères, ils ne savent plus quoi désirer, et ce vide peut mener au suicide. D'accord, l'idée de Durkheim est puissante, mais elle est aussi un peu terrifiante. On a l'impression d'être des marionnettes, quoi. La société tire les ficelles, c'est un peu ça. Et ça laisse une question en suspens. Et notre volonté, nos croyances, notre libre arbitre dans tout ça. J'imagine que quelqu'un a bien dû contester cette vision. Et comment? C'est là qu'intervient son grand contemporain, l'Allemand Max Weber. Weber. Pour lui, l'approche de Durkheim est intéressante, mais elle passe à côté de l'essentiel. Le sens que les gens donnent à leurs actions. Le sens. Oui, il ne suffit pas de constater que les gens font des choses. Il faut se demander pourquoi ils les font. C'est ce qu'il appelle la sociologie compréhensive. Il veut entrer dans la tête des gens, en fait. Exactement. Son exemple le plus connu, et que le document détaille bien, c'est la naissance du capitalisme. Ok. Une analyse à la Durkheim regarderait les conditions économiques, technologiques. Weber, lui, il dit « Attendez, regardons les croyances des gens ». Mhm. Il remarque que le capitalisme a explosé dans des pays protestants et il fait un lien génial. Pour certains protestants d'époque, la réussite matérielle, le travail acharné, l'épargne, ce n'était pas juste des moyens de s'enrichir. C'était quoi alors? C'était un signe d'élection divine, une manière de se prouver à soi-même et aux autres qu'on était sauvé. Donc, si je comprends bien, un entrepreneur du XVIIe siècle n'était pas juste quelqu'un d'avide. Il pouvait sincèrement croire que faire fortune en boussant comme un dingue, c'était une façon de plaire à Dieu. C'est ça. C'est une idée assez contre-intuitive. C'est ça qui est brillant. Il montre que derrière un phénomène économique majeur, il y a des motivations intimes, des croyances religieuses. On n'est plus des marionnettes. On est des acteurs. Voilà, des acteurs qui agissent en fonction du sens qu'ils donnent au monde. Et ce débat entre la société nous fait et nous faisons la société, il est encore au cœur de la sociologie aujourd'hui. Ce débat est fascinant parce qu'il touche à l'éternelle question de la nature contre la culture. Mais les sources qu'on a pour cette analyse ajoutent une troisième dimension encore plus troublante, la biologie. Oui,
On a tendance à les opposer frontalement, mais certains sociologues modernes, comme Bernard Lahire, disent qu'il faut les penser ensemble. Comment c'est possible? En fait, l'idée, c'est d'arrêter de voir ça comme un match de boxe. Lahire part d'un constat simple. Il y a des choses qu'on retrouve dans absolument toutes les sociétés humaines. Ils appellent ça des invariants. Des invariants. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le fait que nos bébés soient totalement dépendants pendant des années. Ça, c'est un fait biologique. Et ça force toutes les cultures, sans exception, à inventer une forme de famille, de clan, pour s'occuper d'eux. D'accord, la biologie pose un cadre et la culture invente des solutions à l'intérieur. Exactement. La biologie donne les contraintes. Mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce que la culture peut en retour carrément changer notre corps? Oui. Et c'est là que ça devient vertigineux. C'est le concept de coévolution gène-culture. Coévolution. L'idée, c'est que nos inventions culturelles peuvent, sur le très long terme, modifier notre biologie. L'exemple le plus spectaculaire dans nos notes est celui de la cuisson des aliments. C'est-à-dire? Maîtriser le feu et cuire la viande ou les tubercules, c'est une révolution culturelle. Ça rend la nourriture plus digeste, ça tue les bactéries. Ok, logique. Notre système digestif a eu beaucoup moins de travail à faire. Sur des centaines de milliers d'années, nos intestins sont devenus plus courts, nos mâchoires plus petites. Non. Si. Et l'énergie que notre corps économisait sur la digestion a pu être redirigée vers notre cerveau qui est devenu de plus en plus gros. Attendez une seconde. Ça veut dire qu'une invention culturelle, une sorte de première recette de cuisine, a littéralement redessiné notre anatomie. C'est incroyable. C'est exactement ça. Et ça continue aujourd'hui. Notre mode de vie sédentaire, les écrans, l'alimentation industrielle, tout ça a un impact biologique mesurable. La frontière entre nature et culture est beaucoup plus poreuse qu'on ne l'imagine. Complètement. Mais alors, si notre biologie est si malléable et si les animaux aussi ont des sociétés complexes, qu'est-ce qui nous rend vraiment si spéciaux? L'historien Yuval Noah Harari, qui est cité dans nos sources, a une idée là-dessus qui change tout. Les fictions partagées. Voilà. C'est sans doute l'idée la plus forte. Les animaux communiquent sur des choses réelles. Un singe peut crier « Attention, un lion ». Le lion est là. Concret. Les humains sont la seule espèce capable de parler de choses qui n'existent pas et d'y croire collectivement. Les dieux, les nations, les droits de l'homme, l'argent. L'argent, c'est un excellent exemple. Un billet de 50 €, ce n'est qu'un bout de papier coloré. Ça n'a aucune valeur en soi. Aucune. Mais parce que des centaines de millions de personnes croient fermement que ce papier permet d'acheter de la nourriture, alors il l'en a. C'est une pure fiction, une histoire qu'on se raconte tous. Et qui devient réel parce qu'on y croit ensemble. C'est ce super pouvoir qui nous permet de coopérer à des échelles immenses, avec des millions d'inconnus. On ne coopère pas parce qu'on se connaît, mais parce qu'on croit à la même histoire. La France, Google, la Croix-Rouge. Mais lier la biologie et le comportement social, ce n'est pas sans danger. J'imagine que cette idée a pu être déformée par le passé. Absolument. C'est le piège mortel du darwinisme social. C'est-à-dire? Utiliser la biologie pour justifier des inégalités. Dire que les riches sont riches parce qu'ils sont naturellement plus adaptés, ou pire, justifier le racisme, la colonisation. Une perversion totale de la science. Exactement. Et à l'inverse, des penseurs comme Michel Foucault montrent que même des réalités qu'on croit purement biologiques, comme la folie, sont en fait construites par la société. Comment ça? Une personne qui entend des voix au Moyen-Âge, c'est peut-être un saint. Aujourd'hui, c'est un patient psychiatrique. Le symptôme est le même, mais l'histoire qu'on se raconte autour a radicalement changé. Ok. Donc on a des grandes théories qui s'affrontent, des liens avec la biologie, des histoires qui organisent nos vies. Mais au fond, est-ce que la sociologie est une vraie science? Ah, la grande question. Est-ce qu'on peut y découvrir des lois universelles, comme en physique, où Einstein s'appuie sur Newton? C'est la grande angoisse des sociologues. Et là-dessus, nos sources montrent qu'il y a vraiment deux camps irréconciliables. Ah oui. D'un côté, vous avez ceux qui disent « Oui, on doit chercher des mécanismes généraux, des quasi-lois, qui s'appliquent partout. Par exemple, comment la domination s'installe dans un groupe, ou comment la socialisation fonctionne. Une sorte de science dure du social. » Voilà. Ils ont l'ambition de construire un savoir solide, brique par brique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui n'y croient pas du tout. Exactement. Pour eux, cette quête de loi est une impasse. La vraie richesse de la sociologie, c'est de descendre sur le terrain et de comprendre la complexité d'une situation unique. D'accord. Le document cite Nathalie Oenich qui raconte qu'un collègue voulait étudier des commissions de logement social pour tester une théorie. Sa réaction, c'est de dire que c'est absurde. L'intérêt, c'est pas de valider un modèle abstrait, mais de comprendre les drames humains, les dilemmes éthiques, les galères administratives qui se jouent là.
La finesse de la description plutôt que la généralité de la loi. Précisément. Et l'historien Paul Veyne, qui est aussi cité, va encore plus loin. Il a une formule assez assassine mais brillante. Je veux l'entendre. Il dit La sociologie voudrait être une science, mais sa première ligne n'a pas encore été écrite. c'est violent, hein? Il n'aime pas la sociologie. Au contraire, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Ce n'est pas un rejet, c'est une façon de dire que la sociologie se trompe de modèle. Elle ne sera jamais la physique. Sa véritable force, son immense intérêt, dit-il, c'est quand elle arrête de chercher des lois et qu'elle nous aide à comprendre avec nuance un phénomène précis. Mieux vaut une analyse fine du vote dans une petite ville qu'une grande théorie fumeuse sur la société avec un grand S. Donc, si je résume, la sociologie ne nous donnera peut-être jamais l'équation finale du comportement humain. Son but, c'est plutôt de nous fournir une boîte à outils pour démonter les mécanismes du monde social. Pour voir ce qui se cache derrière nos évidences. C'est une discipline de mise en doute, en fait. C'est la meilleure définition possible, un art de la compréhension. On est parti d'une question simple, sommes-nous libres? On a vu la réponse quasi négative de Durkheim, où la société nous formate, puis le oui mais de Weber, où le sens qu'on donne à nos vies est crucial. On a exploré comment notre culture peut sculpter jusqu'à notre biologie. Et comment notre véritable super-pouvoir, c'est de croire ensemble à des histoires. Et finalement, on voit que la sociologie est peut-être moins une science de loi qu'un art de déchiffrer ces histoires. Et tout cela nous laisse avec une question vertigineuse pour notre époque. Si notre force, c'est de coopérer grâce à des fictions partagées, et si la force de la sociologie, c'est de les analyser avec finesse. Alors la question qui se pose est, On vit dans un monde saturé de nouvelles fictions collectives, les marques, les algorithmes, les mouvements en ligne, l'intelligence artificielle. Quelle est la prochaine grande histoire que nous sommes en train de construire? Et serons-nous capables de l'analyser avant d'en devenir complètement les prisonniers?